Hello tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les mots lavants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des lectures qui, pour moi, sont incontournables pour l'automne. Alors, on va passer par toutes les catégories, tous les genres, donc vous allez forcément trouver chaussures à votre pied. On va essayer de faire court et digeste. La première catégorie, c'est les classiques. Et pour moi, le livre à lire en automne, c'est Anne with an E. Donc, Anne de Green Gables. Là, je vous présente le premier tome, mais en vrai, toute la saga est 100% adaptée à l'automne. Pour vous faire un tout petit résumé, on va suivre Anne Shirley, qui est cette petite orpheline, qui va être adoptée par un duo assez atypique. C'est un frère et une sœur qui ne se sont jamais mariés et qui tiennent une ferme au Canada. Et elle va arriver dans ce paysage tout nouveau, très ravie d'avoir une famille, enfin. Sauf que les frères et sœurs Cuthbert voulaient un petit garçon pour les aider à la ferme et ils se retrouvent avec une petite fille. C'est pas du tout ce qui était prévu et après maintes et maintes réflexions, ils vont décider de la garder. Et on va suivre Anne Shirley pendant des années. Ce que j'adore avec cette saga, c'est qu'on suit Anne Shirley depuis le moment où elle rencontre les Cuthbert jusqu'au moment, je crois que c'est jusqu'à sa mort. En tout cas, moi, je viens d'arriver au moment où elle se marie. Et vraiment, pour vous dire à quel point on suit toute sa vie, là, on a 4 ans dans le premier tome. Anne Shirley, elle s'émerveille de la nature et des petits détails du quotidien. Donc je trouve que c'est parfait pour l'automne, de s'émerveiller de la nature et de ce qui nous entoure. Donc si vous aviez envie de redécouvrir ou de découvrir un classique, ça, c'est parfait. La deuxième catégorie, c'est la catégorie jeunesse et j'avais très envie de vous parler des Mémoires de la forêt. Ça, c'est le premier tome, mais je pense que tous les tomes peuvent correspondre à l'automne. Pour vous faire un très rapide résumé, on va suivre Monsieur Renard qui tient une librairie dans la forêt de Belle-Écorce et Ferdinand Taupe qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout. C'est une maladie qui s'apparente à l'Alzheimer et malheureusement, les mémoires qu'il a écrites il y a quelques années ont été achetées dans la librairie de Monsieur Renard. Et Monsieur Renard a oublié. Il a oublié d'écrire qui a acheté les mémoires. Et donc c'est un petit peu la quête de comment Ferdinand et Monsieur Renard, dont j'ai oublié le nom, Archibald, vont se lancer à la poursuite de ce mystérieux acheteur pour retrouver les mémoires et les souvenirs de Ferdinand. C'est une lecture qui est hyper douce, on se promène dans la forêt avec ces deux personnages qui sont hyper touchants. Ça parle aussi de sujets hyper importants, ne serait-ce que la mémoire et le fait de perdre la mémoire, qu'est-ce que ça a fait, comment on peut aussi accompagner les victimes de cette maladie. Je trouve que c'est très bien vulgarisé pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Et donc si vous avez envie de vous émerveiller de la nature et chérir les souvenirs, c'est la lecture qu'il vous faut. Ensuite, j'avais envie de vous présenter des cosy fantasy et là j'en ai plusieurs. Alors je vais commencer par le plus gros, c'est Les Disparus du Clair de Lune qui est le tome 2 de La Passe Miroir. Je vais pas vous faire un résumé de celui-ci parce que ça spoilerait un petit peu le tome 1, mais on retrouve Ophélie sur l'archipel et elle s'est un petit peu familiarisée avec le propriétaire du Clair de Lune qui est comme un espèce de hôtel particulier. Enfin moi je vois ça comme un hôtel particulier. Sauf que petit à petit, des gens vont disparaître du Clair de Lune. C'est mon tome préféré de la saga parce qu'on a énormément d'action dans ce tome. Il se passe beaucoup de choses et surtout, on a une enquête. Et quoi de mieux pour l'automne qu'une enquête? Donc si vous n'avez jamais encore lu ce tome-là, que vous avez lu le tome 1 et que vous vous êtes arrêté, ou que vous n'avez jamais commencé la saga de La Passe Miroir, c'est votre moment, c'est votre signe. Même si le tome 1 s'apparente plus à l'hiver selon moi, celui-ci, pour moi, c'est l'automne. Le deuxième livre que je vais vous proposer, c'est La vie invisible de Hadi Larue. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour apprécier cette couverture
incroyable. Bref, je sais que très peu de gens apprécient la version brochée, mais moi je la trouve incroyable. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va passer un pacte avec le diable dans le but d'échapper à un mariage arrangé. Le pacte se passe pas tout à fait comme prévu puisqu'il la rend immortelle et surtout oubliable. Chaque fois qu'elle fait connaissance avec quelqu'un et que la porte se ferme ou qu'on lui tourne le dos ou qu'elle disparaît du champ de vision de la personne, on l'oublie. Jusqu'au jour où quelqu'un la reconnaît. J'espère que je vous ai hypé avec ce mini résumé. C'est vraiment un livre qui n'est pas difficile à résumer. C'est très lent et c'est très contemplatif. Ça passe ou ça casse, mais personnellement, ça a été un énorme coup de cœur. La plume est excessivement belle. C'est un de ces livres où je me suis dit, je devrais l'annoter. Alors que si vous me connaissez, vous savez que j'ai horreur d'annoter un livre. Mais vraiment, il y a des phrases qui sont excessivement belles. Et je trouve qu'il y a des réflexions hyper intéressantes. Et bref, je vous laisse découvrir cette lecture assez incroyable, qui est devenue un classique, on va pas se mentir. Un livre qui est sorti il y a à peu près un an et qui a été réédité dans une trop belle édition collector cette année. C'est Du thé pour les fantômes. Déjà, la couverture et le titre sont très évocateurs de l'automne. Mais en plus, on y parle de deux sœurs qui sont dotées de pouvoirs un petit peu surnaturels, en tout cas de l'ordre de la sorcellerie, et qui ont été élevées dans l'adversité, malheureusement, par leur mère. Ce sont des jumelles, mais elles ont été élevées de manière très différente l'une de l'autre. Le jour où leur maman décède, elles sont obligées de faire équipe pour l'aider à aller jusqu'à l'au-delà, à guider son âme vers l'au-delà. Or, ça fait 30 ans que ces deux sœurs ne se sont pas vues. C'est une lecture qui est hyper douce. Enfin, moi, je l'ai trouvée hyper douce. On parle de la mort et des spectres en général. On parle pas mal de thé et de magie. C'est très doux, c'est pas du tout brusque. Et la plume est incroyable. Vraiment, c'est très beau. Et l'objet livre aussi. Il est incroyable. Je vous le montre vite fait parce qu'il vaut le détour. Et je ne l'ai pas dit, mais l'autrice est adorable. J'ai eu la chance de la rencontrer et elle est vraiment trop cool. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le prendre en librairie et que c'est votre style de lecture, n'hésitez plus. On a des auteurs et des autrices incroyables en France, alors faisons-les vivre, s'il vous plaît. La prochaine catégorie, c'est la Dark Academia. Et je vais aller très vite sur cette saga parce que c'est des livres qui sont très connus de Booksta et de Booktube. Donc, j'ai pas envie de vous rabâcher les oreilles avec des livres que vous connaissez. Premièrement, Un automne pour te pardonner. Bon, clairement, c'est dans le titre. C'est le premier tome de la saga Season en 4 tomes, donc par saison, de Morgane Moncomble. Et ici, ça se passe à Édimbourg. On est sur une enquête. Voilà. Rory est mort. Et Rory, dans son testament, a demandé à Camélia, son ancienne victime, parce qu'il la harcelait quand ils étaient au lycée/université, d'enquêter sur sa mort, parce qu'il sait qu'il a été assassiné, mais il ne sait pas par qui. Et donc, Camélia va enquêter sur la mort de Rory. Elle va aussi devoir faire équipe avec Lou, qui est présumé coupable, mais on sait que c'est pas lui. On sait que c'est pas lui, donc ils vont devoir faire équipe. Il faisait partie de la bande aussi de ceux qui l'ont harcelé pendant ses années d'université. Et donc c'est une enquête, un thriller un petit peu, Dark Academia avec une petite romance en fond. J'avais très peur du côté harceleur-harcelé et finalement c'est très bien maîtrisé, tout va bien. Et pour ce qui est de la fin, personnellement je ne l'ai absolument pas vu venir, mais je sais qu'il y a des connaisseurs de thrillers qui n'étaient pas dupes et qui avaient compris. Bon, ce n'est pas mon cas et personnellement ça a été un page turner. Je l'ai dévoré, donc je vous le conseille. C'est le genre de truc qui se lit très facilement et qui est très addictif. If We Were a Villain, magnifique.
C'est des étudiants qui étudient Shakespeare. Leurs études sont entièrement dédiées à l'œuvre de Shakespeare. Ils se rendent vite compte que les rôles qu'ils interprètent dans leur pièce de Shakespeare déteignent un petit peu sur la vraie vie, déteignent un petit peu sur leur personnalité, et l'un d'entre eux va mourir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'un d'entre eux, donc c'est un petit peu un Cluedo si vous voulez, et surtout que celui qui a été emprisonné, celui qui est coupable, ne l'est pas. J'espère que je vous ai donné envie. Moi je l'ai adoré, c'était mon tout premier Dark Academia et je l'ai adoré. Le dernier, mais celui-ci, il faut avoir envie d'une grosse brique, Babel. Il fait mal au poignet. Moi personnellement je l'ai acheté en e-book parce que je pouvais pas lire avec ça à bout de bras. Vraiment, c'était pas possible. C'est un livre qui est très dur à résumer, donc je ne vais pas le faire, mais je vais quand même vous parler des thèmes qui sont abordés dans le livre. Babel, c'est une université à Oxford, enfin c'est une partie de l'université de Oxford, et c'est l'unité de traduction. On va y suivre un jeune homme qui a grandi en Chine et qui, du coup, veut se spécialiser dans la traduction et surtout dans l'art de l'argentogravure. Je vous laisserai découvrir ce que c'est au cours de votre lecture. Donc c'est une Dark Academia qui mêle traduction, pouvoir des mots, pouvoir de la langue, mais aussi magie et société secrète. J'avais envie de vous présenter des fantaisies, mais je me rends compte que mes choix sont pas très originaux. Donc je vais passer très rapidement pareil dessus, je vais faire un peu comme là. Premièrement, Six of Crows, donc là c'est le second tome. J'ai pas le premier tome dans ma bibliothèque, même si ça a été un énorme coup de cœur. Si vous ne l'avez pas encore lu, pour moi, c'est la lecture à lire en automne. Et ça rejoint un petit peu celui-ci, The Bone Season. Là, c'est le premier tome, mais j'ai lu les 3 premiers et j'ai adoré les 3 premiers tomes. Dans les 2 cas, on est sur une urban fantasy avec un côté magie, un côté guerre de gang, complot, tout ça. Celui-ci, si vous arrivez à deviner ce qui se passe dans la tête de Kaz avant que ça se réalise, clairement, vous êtes des kings, Parce que moi, chaque fois que je pensais avoir compris ce qu'il prévoyait, j'avais pas compris du tout. Et The Bone Season, il y a un peu moins de suspense, mais c'est un Samantha Shannon. C'est une écriture et une fantaisie qui est très dense. Voilà, il faut que je vous le dise. Il faut être prêt, et c'est des petits pavés à chaque fois, mais c'est des univers qui sont très poussés. J'adore l'héroïne principale, j'adore le concept autour de l'histoire. Donc c'est des classiques de fantaisie, mais si vous les avez pas encore lus, c'est votre moment. Un qui est un petit peu dans le même genre, Urban Fantasy, mais cette fois-ci avec des créatures un peu de tout type, Crescent City. Je pense que c'est le bon moment pour le lire. C'est un énorme pavasse, et sachez que le tome 2, qui est juste là, et le tome 3 sont tout aussi gros. D'ailleurs, je pense que le tome 4 sera du même gabarit. C'est de notre queen Sarah Jimas. On va suivre Bryce qui, lors d'une soirée très arrosée, en rentrant chez elle, découvre la totalité de ses amis morts, assassinés. Je vous préviens, la scène où elle découvre tout ça est très violente et très crue. Donc si vous n'êtes pas habitué ou si c'est pas votre style de lecture, abstenez-vous. Ça peut être très dur à lire et ouais, c'est vraiment catégorisé comme de l'adulte. Donc c'est à vous de voir, mais cette scène est très dure. Pour le reste, c'est vraiment une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, qui a tué ses amis, pourquoi. C'est un livre incroyable, j'ai beaucoup pleuré avec elle. Maintenant, encore une fois, c'est très dense. Je pense que la taille du livre l'indiquait, mais on a bien 300 pages de mise en place de l'univers qui est nécessaire, soyons honnêtes, très très nécessaire. Prenez votre temps, appréciez-le et vous me remercierez parce qu'il est incroyable. Alors musclez-vous le poignet peut-être avant quand même, parce que rien que de le porter là pour vous le montrer, il est lourd, il est très lourd. La prochaine catégorie, c'est les thrillers. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ma catégorie de base.
C'est vraiment pas un genre littéraire que j'aime lire, mais ici on est sur des thrillers assez soft. Je vais commencer par le thriller français, parce que je pense que vous avez compris que j'aime bien soutenir les autrices et auteurs français. Pour le coup, ici c'est une autrice. Donc c'est L'Inde des nymphes de Sandy Bizot-Zéro. Donc c'est l'histoire de Cléa qui est en études d'art, mais après quelques années, elle se rend compte que c'est pas un milieu qui lui correspond. Elle se sent un petit peu perdue, elle a l'impression d'avoir perdu la flamme. Et donc pour retrouver la flamme avec sa passion, pour reconnecter avec sa passion de l'art, elle décide d'aller s'enfermer au fin fond d'un village français qui s'appelle Ombelle. Et c'est vraiment le village typique. Elle va être pas très bien accueillie par les villageois. Elle va trouver refuge auprès d'une gentille petite dame et elle va se familiariser aussi avec l'atelier d'art qu'il y a dans le petit village. Mais surtout, si elle est venue là, c'est pour explorer la forêt, se rapprocher de la nature. Mais en allant sur place, elle se rend compte que la forêt est un petit peu, de façon très implicite, interdite. On la conseille pas. Il s'est passé apparemment un énorme drame dans cette forêt et donc son accès est restreint. Pourquoi, comment Cléa est-elle liée à ce village, pourquoi elle a choisi d'aller là-bas? Je vous laisse découvrir. Vous allez voir, c'est assez surprenant, mais très original et j'ai adoré, c'était un super moment. Et en plus, l'autrice est adorable. Le deuxième, c'est Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait beaucoup parler de lui, alors que personnellement, je l'ai adoré. C'est un objet livre que je trouve mais d'une beauté. Vraiment, il est trop beau. La jaquette est incroyable aussi. Le jaspage est d'une beauté, les gars. Je sais pas si on se rend bien compte de à quel point il est détaillé. Bref. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une réécriture du conte de Peter Pan, sauf que on est des années plus tard, où Wendy est revenue du pays imaginaire, mais elle est revenue seule. Ses frères ont disparu. Et elle ne garde aucun souvenir du pays imaginaire. C'est pas la joie, malheureusement, elle vit avec le deuil de ses frères. Elle ne comprend pas pourquoi elle est la seule à être revenue, à être réapparue. Tout ça va être ravivé le jour où de nouveaux enfants vont commencer à disparaître et où un jeune homme du nom de Peter va se présenter à elle et va lui demander son aide. C'est très surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on parle de cette façon de Peter Pan. Je peux pas vous dire de quelle façon parce que ce serait un énorme spoil. Mais j'ai trouvé que le rôle qui est donné à Peter Pan dans cette histoire est vraiment l'un des plus poétiques et l'un des plus beaux. C'est vraiment mon interprétation préférée de ce conte. Donc si jamais il vous tentait, c'est un très bel objet à avoir dans sa bibliothèque, mais c'est aussi une très belle histoire. Le dernier thriller que j'ai à vous présenter, c'est Eddie et Violet Bond. Celui-ci, je l'ai lu l'année dernière et ça a été un énorme coup de cœur. Pour vous donner une petite idée, on est à Sacramento en 1885. C'est l'époque où les femmes commencent à militer dans la rue pour leurs droits, à réclamer le droit de travailler, le droit de parole, tout simplement. Certaines d'entre elles vont adopter une méthode très particulière pour y parvenir. Elles vont monter sur scène, se faire passer pour des médiums qui ont un lien avec l'au-delà et vont faire parler des hommes à travers elles. Des hommes très réputés, des hommes qui sont morts, et elle va donc faire parler leurs fantômes à travers elles et leur faire dire certaines choses, comme par exemple accorder le droit de vote aux femmes. C'est toujours évidemment vous vous doutez bien, des messages en leur faveur qu'elles font dire à ces hommes décédés. Ça a un effet miraculeux, ceux qui sont dans la salle sont hypnotisés et adhèrent aux idéaux que véhiculent ces hommes décédés à qui on prête la voix. Vraiment, ils sont convaincus. Vous allez vous dire que c'est assez loufoque, mais pourtant c'est quelque chose qui a réellement existé. Et parmi ce paysage, on retrouve Eddie et Violet Bond qui montent sur scène, évidemment. Comment elles se sont retrouvées là-dedans, je vous laisse le découvrir. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont vraiment un lien avec l'au-delà, elles ont vraiment un lien avec le voile. Et un jour, lors d'une des séances qu'elles vont faire, le voile va s'ouvrir et va laisser entrer des choses qui n'auraient peut-être pas dû
rentrer en contact avec la réalité. Je vous laisse découvrir ce roman, moi je l'ai adoré. C'est un roman qui est finalement très féministe et que j'ai trouvé tellement beau. Je trouve cette relation entre sœurs incroyable. Le sujet de la médiumnité et de la sorcellerie en général, je l'ai trouvé super bien abordé. Et puis il y a toute une enquête que j'ai trouvé vraiment bien. Et on a une petite romance en vraiment très très lointaine, vraiment en arrière-plan. Et j'ai adoré. Vraiment, c'était trop trop bien. Je vous laisse découvrir ça. Personnellement, j'étais très dubitative quand je l'ai commencé. Et finalement, énorme coup de cœur. Si vous devez en retenir qu'un seul de toute la sélection que je vous ai fait, c'est celui-là. Vraiment, toute catégorie confondue, c'est lui que je vous recommande le plus. La prochaine catégorie, c'est la dystopie. Et j'en ai qu'un seul à vous montrer parce que c'est pas un livre... Enfin, je trouve que c'est compliqué de trouver des dystopies qui se démarquent et surtout des dystopies récentes. Mais si vous êtes sur Bookstagram, vous n'avez sûrement pas pu louper l'information autour d'Absolu. Absolu, c'est le roman de Margot Dessen, c'est une trilogie. Il y a le tome 2 qui est juste ici. Juste là. Et le tome 3 sort en novembre. Donc c'est parfait si vous vouliez vous lancer dans une dystopie. Pour vous faire un résumé très simple, tous les 10 ans sont envoyés 100 jeunes dans la zone. La zone, en fait, c'est Varsovie, mais Varsovie a été emmurée. On l'a complètement barricadée. Les murs ne s'ouvrent qu'une fois tous les 10 ans pour laisser entrer les 100 jeunes qui sont là. Ces 100 jeunes, ils ont une mission, tuer le monstre qui est enfermé à l'intérieur. Ce monstre, on l'appelle la chose. Personne ne sait à quoi elle ressemble, mais surtout personne n'est jamais ressorti de la zone. On va donc suivre plusieurs protagonistes. Alors il y a énormément de points de vue dans cette dystopie, et c'est pour ça que je veux absolument relire le premier tome avant de me lancer dans le tome 2 et le tome 3, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié des choses, mais on va notamment suivre Edward, qui est vraiment mon personnage préféré. Si je devais être un personnage dans un livre, je serais sûrement Edward. Je sais pas si c'est un compliment pour moi-même, mais on se ressemble beaucoup. Je vous laisse découvrir cette histoire si elle vous tente. Je vous laisse aussi découvrir son autrice qui est bookstagrammeuse, podcasteuse, autrice. Elle a vraiment multicasquette. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que dans mon résumé, je viens de vous dire que c'était tous les 10 ans. C'est tous les ans. Voilà, c'est écrit en gros. Lisez-le, c'est vraiment une dystopie qui change et en même temps elle a tout ce qu'on aime des dystopies. L'avant-dernière catégorie, c'est la romance, et donc j'ai une romance pure et dure et une romance un peu plus psychologique à vous proposer. La première, Butcher and Blackbird, c'est considéré comme de la dark romance et je vous conseille d'être un public averti avant de vous lancer dans cette lecture parce qu'il comporte énormément de trigger warning. On va suivre 2 tueurs en série. Oui, 2 tueurs en série. Ces tueurs en série-là se sont donnés pour mission de tuer les plus gros enfoirés que cette terre accueille. Des tueurs en série assez renommés, mais surtout que la police n'arrive pas à appréhender. Ils se donnent donc pour mission de les tuer et de leur faire vivre leurs horreurs, les horreurs qu'ils réservent à leurs victimes. Un jour, sur une scène de crime, ils vont se rencontrer et vont se donner un petit défi. Puisqu'ils font exactement la même chose, chacun de leur côté, pourquoi pas se lancer tous les ans une cible et voir qui de deux arrive à l'attraper en premier. De là, vous vous en doutez, on va suivre une romance entre les deux. Alors si vous aimez le gore et la romance, c'est très décalé, mais vous allez adorer. C'est un roman qui, effectivement, est très très décalé, très original, mais qui est absolument prenant. Je l'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, le tome 2 sort le 11 octobre, donc ce sera déjà sorti quand cette vidéo sera en ligne. Et vraiment, c'est très très décalé, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ils sont hilarants, ils sont attachants, et en même temps, on a des scènes de gore. Quoi de mieux, finalement, pour Halloween? Lisez les trigger warnings, on a quand même beaucoup de choses très dégueulasses dans ce livre, notamment du cannibalisme accidentel, mais c'est vraiment pas top. Donc faites attention aux trigger warnings tout de même avant de vous lancer aveuglément dans une recommandation. La deuxième romance que j'ai envie de vous proposer, c'est une romance beaucoup plus terre à terre, et d'ailleurs
Vous allez pouvoir vous en rendre compte, les prochaines recommandations sont un peu plus dans la vraie vie. C'est un livre qui m'a bouleversée parce que ça parle de beaucoup de sujets hyper importants, notamment d'harcèlement, de violence intrafamiliale et violence sur mineurs. Et je parle de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. C'est un de mes romans préférés de cette autrice. Celui-ci, on va suivre Azalée qui, au décès de sa maman, est obligée de retourner dans la ville de son enfance pour faire le tri dans la maison et vendre la maison. Sauf que vous vous doutez bien, cette ville, c'est pas la ville où elle a été le plus heureuse dans sa vie. Au contraire, elle va être confrontée à tous ses démons et notamment à ses anciens camarades de classe qui lui ont mené la vie dure pendant des années. Et il n'y a pas que la ville qu'elle a en horreur, mais elle a aussi cette maison en horreur. Elle y a vécu des horreurs toute sa jeunesse, jusqu'au jour où elle a décidé de partir sans jamais se retourner. Elle va aussi faire la rencontre de son voisin, qui va être d'un énorme support émotionnel, qui va être d'une énorme aide. Cette phrase n'a aucun sens, Marine. Il va lui venir en aide au cours de cette épreuve qu'elle traverse. C'est un roman que personnellement j'ai adoré lire, qui m'a fait beaucoup pleurer et je vous le conseille. Il est vraiment super bien écrit, il traite parfaitement les sujets qui y sont abordés et en plus c'est avec la plume de Morgane Moncombe qui est assez incroyable. Donc ouais, si vous avez envie de lire une romance mais un peu plus terre à terre, celle-ci, elle sera parfaite. Lisez tout de même les trigger warnings avant de vous lancer, c'est une lecture qui est assez dure. La dernière catégorie, c'est ce que j'appelle la catégorie autre. Je suis pas sûre de vous en présenter à chaque fois, mais on a du contemporain, de la poésie et du graphique. Premièrement, en contemporain, je vous conseille Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est un contemporain qui m'a bouleversée. J'ai été persuadée que c'était que c'était un biopic. Vraiment, j'ai été persuadée pendant ma lecture que je lisais la véritable vie de quelqu'un qui avait réellement existé. Je me suis dit pendant toute ma lecture, ce n'est pas possible que cette femme n'ait pas existé. Comment peut-on parler si simplement et si véritablement de la vie de quelqu'un sans qu'elle n'ait réellement existé? Et bah pourtant c'est possible. C'est ce que fait Taylor Jenkins Reid dans ce livre. Elle raconte la vie de cette actrice qui s'est mariée 7 fois d'une façon tellement sensible, tellement vraie, que sincèrement j'y ai cru. Est-ce que c'est pas la meilleure pub que je peux vous faire pour ce livre? Je vais quand même vous lire le résumé. Donc on va suivre Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, c'est une actrice qui a été excessivement récompensée, qui a eu une carrière de fou, et surtout elle s'est mariée 7 fois. Mais elle n'a jamais parlé à la presse de sa vie personnelle. Jamais. Jamais. Un jour, elle va décider de se confier, de faire l'interview de sa vie, la seule et unique interview de sa vie. Et elle va donc engager Monique Grant, une jeune journaliste qui est absolument inconnue au bataillon. Tout simplement, on va juste suivre l'échange entre les deux jeunes femmes et on va surtout comprendre à la fin pourquoi elle a choisi Monique. C'est un petit pavé. Et ils en ont fait une version collector très très belle, que je vais d'ailleurs, je pense, commander à Noël. Mais vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Je le conseille à tous ceux qui ont envie de se lancer dans une aventure incroyable. Ça fait le même effet que de lire un biopic. Vraiment, exactement le même effet. Et personnellement, je ne pouvais plus le lâcher. En poésie, je vous ai choisi De l'orage naît un soleil de Toscanori parce que pour moi, c'est parfait. C'est le mood automnal qu'on recherche. Ceci peut être la miniature, sachez-le. C'est vraiment le livre automnal par excellence, tant par la couverture que par les thèmes qui y sont abordés. Et c'est un recueil de poésie moderne qui est très touchant, qui a beaucoup résonné et que je vous conseille vraiment. Alors ça, c'est la version brochée que j'avais achetée lors de la campagne de financement de ce livre. Mais aujourd'hui, vous pouvez l'acheter dans une jolie version hardback. Et je vais juste vous lire ce qui avait été écrit sur le marque-page parce que je trouve que ça résume très bien. Il me restait entre les doigts les fragments d'un rêve, des débris d'espoir, la poussière de mon vécu. Et de tout ça, ils n'ont pas voulu. Depuis, j'ai tissé des souvenirs, entremêlé des sourires, j'ai dansé sous la pluie, j'ai hurlé mes orages et évité des naufrages. Et avec tout ça, j'ai écrit un livre. Voilà,
Si là ça ne vous a pas donné envie, je ne sais pas ce que je peux faire. C'est vraiment une super autrice qui a écrit d'autres recueils et celui-ci est vraiment incroyable. Donc si vous hésitez à vous lancer en poésie, celui-ci est vraiment vraiment incroyable. And last but not least, le graphique du jour. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une autrice que j'ai découverte il y a très peu de temps. Elle a sorti une deuxième BD récemment qui parlait du vaginisme, qui est un thème que je trouve pas très souvent abordé et que j'ai trouvé excessivement bien abordé dans ce livre-là qui s'appelle Impénétrable. Et à l'occasion, j'ai eu la chance de découvrir l'autrice, mais aussi de la rencontrer. Et en discutant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était aussi l'autrice d'un autre livre que j'avais vu passer et qui m'avait intriguée à l'époque, mais que je n'avais pas acheté. Je me suis dit, il faut absolument que je le lise, il faut que je découvre un petit peu plus sur cette autrice. Et j'ai tellement bien fait. Je parle de Alix Garin et ce livre en question, c'est Ne m'oublie pas. C'est une BD qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui voit sa grand-mère dépérir sous la maladie d'Alzheimer dans un EHPAD. Et ça la rend très triste de voir sa grand-mère seule, entre guillemets, il y a des soignants évidemment, mais sans sa famille. Alors elle décide d'enlever sa grand-mère, de la mettre dans la voiture et de partir à l'aventure à la recherche de la maison d'enfance de sa grand-mère. Ça va lui apporter beaucoup d'ennuis, c'est son choix et c'est ce qui lui semble juste à ce moment-là. Et c'est un récit qui est très bouleversant. Au niveau des planches, on est sur des dessins qui sont très touchants. On est sur une colorimétrie qui est très... je sais pas comment vous expliquer, c'est des tons très pastels. J'adore cette planche. C'est des tons assez pastels, assez doux. Et je trouve que pour traiter de ce genre de sujet, je trouve ça très accurate en fait. Et j'aime vraiment beaucoup ces dessins. Ils sont vraiment jolis. Et c'est un dessin qui paraît simple, qui ne l'est, je pense pas du tout en fait. Mais la colorisation, moi c'est ce que je préfère, genre cette page-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et celle d'après, je l'adore. Donc voilà, si vous avez envie de lire un récit assez bouleversant et que vous aimez les graphiques, je pense que celui-ci sera parfait pour l'automne. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite sélection vous aura plu et surtout que vous avez trouvé chaussures à votre pied. Je pense que oui, parce que je vous ai quand même présenté beaucoup de livres. Je les ai pas comptés, mais vous avez été gâtés là. Je pense qu'il y avait moyen. On peut les compter. 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20 livres. Je vous ai présenté 20 livres. C'est énorme. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre lecture de l'automne, n'hésitez pas à aller voir les commentaires. J'espère que les autres vous auront mis des recommandations. En tout cas, n'hésitez pas à faire votre propre recommandation. Dire le livre incontournable de l'automne. C'est quoi votre recommandation ou c'est quoi les sorties de l'automne qui vous intéressent le plus? Dites-moi tout, on se dit rendez-vous dans les commentaires et rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.